Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Vincent Gagne pour vous retrouver cet après-midi, il est 15h20, nous sommes le lundi 15 juin 2015. Désolé donc pour ce léger retard, le temps de préparer l'émission. Je vais revenir sur ce qui impacte les marchés, sur ce qui est attendu cette semaine. Vous le savez, la décision de politique monétaire de la Fed, l'actualité autour de la Grèce, la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi qui s'exprime, la Banque Centrale Européenne qui, comme chaque lundi, va mettre à jour le développement de ces différents programmes monétaires, en tout cas donner les chiffres de ces achats d'actifs en date de vendredi dernier, sans oublier les statistiques américaines dans une semaine où la macroéconomie américaine, eh bien, comme c'est souvent le cas, mais plus que jamais cette semaine, eh bien, sera sur le devant de la scène. Alors, on va bien sûr parler des marchés actions de la zone euro qui retombent sur leur point bas de la semaine dernière avec un niveau de volatilité qui reste élevé sur les marchés actions de la zone euro après une tentative de rebond qui finalement s'est assez rapidement dégonflé en milieu de semaine dernière. Le dollar américain, le taux de change euro-dollar, finalement, il y a un mouvement par contre qui semble se confirmer, c'est une détente, mais pas forcément de tous les taux obligataires, mais en tout cas des pays dits core, la France, l'Allemagne, alors au contraire, des tensions sont relevées du côté des taux espagnols, italiens ou encore grecs. Bref, un écartement des spreads qui eh bien, continue d'illustrer finalement le ras-le-bol du marché dans cette attente. Le marché en a probablement assez de ne pas savoir, même si au fond on peut envisager que la Grèce obtienne avant la fin du mois de l'argent. Eh bien le marché commence à douter davantage, d'autant plus que Janet Yellen cette semaine, puisqu'une conférence de presse aura lieu, c'est chaque FOMC sur deux, devrait revenir sur la possibilité de voir la Fed augmenter, relever ses taux d'intérêt, peut-être dès cette réunion-là, du mercredi 17 juin, quoique ce ne soit pas non plus le scénario le plus probable, mais à nouveau évoquer le fait que cet événement aura lieu cette année. C'est aussi une perspective qui crée de la pression sur les marchés actions. Alors, je vais revenir sur ça à l'aide des différents graphiques. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques ainsi que une présentation donc, qui est réalisée à titre purement indicatif. Alors quels sont les éléments à suivre cette semaine? Bon, le calendrier économique, je pense que vous l'avez plus ou moins en tête. Je vais simplement quand même vous rappeler un certain nombre d'éléments. Les éléments majeurs, la Grèce. Ben voilà, nouvel échec hier soir des négociations entre la Grèce et les créanciers. A priori, ça n'a pas duré plus de 45 minutes. Les tractations se poursuivent. Nouvelle réunion de l'Eurogroupe cette semaine, le jeudi 18 juin. Nous verrons bien ce que cela donne. Aujourd'hui, réunion des ministres des Finances de l'Eurozone. Cette semaine, du côté des politiques monétaires, naturellement mercredi 17 juin, décision de politique monétaire de la Fed avec une conférence de presse de Janet Yellen, la présidente de la Fed. C'est important parce que eh bien, cette dernière conférence de presse remonte au 18 mars dernier. Et là aussi, eh bien, le marché s'attend à ce que soit confirmée la perspective d'un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds, soit en septembre, soit en octobre, soit en décembre prochain. Bref, en tout cas, cette année, le scénario surprise, inattendu, serait un relèvement cette semaine. Alors, est-ce que c'est envisageable? Il est vrai que lorsqu'on fait un bilan des tout récents agrégats économiques US, ils sont solides. Ils sont solides du côté notamment de la consommation des ménages. C'est quelque chose qu'on a pu voir à travers les chiffres du chômage, les détails, quelque chose qu'on a pu voir à travers le rythme de l'évolution des salaires ou encore les ventes au détail. D'ailleurs, jeudi, mais après la décision de la Fed, le marché prendra connaissance du régime des prix, du taux d'inflation aux États-Unis au mois de mai. Ça, c'est aussi quelque chose qui impactera fortement les marchés, d'autant plus que à partir de jeudi, nous aurons nouvelle conférence de presse de Janet Yellen qui nous permettra de savoir comment la Fed envisage les choses. Alors forcément, le chiffre de l'inflation de jeudi aura probablement là encore une importance décuplée. Autre marché qui a déstabilisé de manière générale les marchés financiers depuis la fin du mois d'avril, c'est celui que vous avez sous les yeux. Vous avez sous les yeux la représentation d'un contrat qui a fait beaucoup parler de lui, le contrat de taux allemand Bund, qui est entré dans une phase de baisse que nous n'avions plus vue depuis l'année 2013 ici, une phase de baisse très marquée qui a démarré aux alentours du 20 avril. Et concrètement, ce contrat, lorsque vous prenez des graphiques de long terme, a retracé 50% de toute sa hausse depuis l'été 2013,
C'est d'autant plus surprenant alors qu'on sait que la Banque Centrale Européenne, et en ce qui concerne ce contrat, la Bundesbank, en achète justement directement. Et pourtant, le prix du contrat a chuté. Ce marché obligataire a chuté, cela a tout simplement traduit des tensions haussières du côté des taux d'intérêt, ce qui n'est plus le cas depuis le milieu de la semaine dernière, en tout cas pas sur les taux en Allemagne ni en France. Par contre aujourd'hui, un phénomène qui est un phénomène déstabilisateur, c'est ce qu'on appelle l'écartement des spreads. Alors on pouvait justement aujourd'hui s'attendre à ce que le marché action se stabilise, étant donné que le prix du Bund continue son rebond, un rebond que nous avons envisagé dès le milieu de la semaine dernière. Mais ce rebond du prix du Bund, qui d'ailleurs a atteint un objectif, cette résistance ici, malheureusement ne concerne pas l'ensemble des marchés de taux au sein de la zone euro. Et je dirais même qu'au contraire, le mouvement d'achat ici sur le Bund se traduit malheureusement par la poursuite des ventes du contrat équivalent en Espagne, en Italie, en Grèce. C'est grosso modo l'état des lieux qu'on peut faire lorsque je faisais ce matin un état des lieux de l'évolution des taux obligataires au sein de la zone euro. En France, l'OAT c'est stable, le Bund se détend, mais en Irlande, plus de 10 points de base, en Italie, plus 7 points de base, en Espagne, plus 11 points de base. Ne parlons pas du taux obligataire à 10 ans de la Grèce, plus 50 points de base. Bref, c'est là bien sûr, comme d'habitude, l'incertitude vis-à-vis de la Grèce qui pèse. C'est donc pourquoi aujourd'hui on peut s'étonner de ce que font les marchés actions. Alors ces marchés actions, s'agit-il aujourd'hui de se faire à nouveau peur? Devons-nous en clair acheter au son du canon? C'est compliqué. La situation est compliquée. Que s'est-il passé? La semaine dernière, il y a eu une reprise entre le 10 juin et le 11 juin assez forte des indices boursiers de la zone euro. Cette reprise assez forte, elle a commencé depuis des niveaux de support ou certaines proportions de marché, des ratios de retracement, des lignes de tendance, bref, on a pu malgré tout identifier un ensemble de supports qui permettaient d'envisager un rebond. Ce qui était par contre plus difficile à envisager, c'est que finalement toute la phase de rebond qui a eu lieu entre le 10 juin et le 11 juin, elle a été effacée. Alors le marché n'est pas passé en dessous, mais au moment où je vous parle, par exemple, le DAX, l'Eurostoxx 50, le CAC reviennent à peu de choses près au niveau des points bas de la semaine dernière, au niveau des points bas de cette séance du 9 juin. Alors, la question qu'on peut justement se poser, et malheureusement la réponse est difficile, faut-il exploiter le retour des marchés actions de la zone euro, des principaux indices boursiers, sur leur point bas du 9 juin ou à proximité, puisqu'on ne teste pas précisément les points bas du 9 juin. Le CAC 40 c'était 4780 points, bon 4783. Faut-il exploiter ce retour pour se positionner à l'achat? La situation elle est compliquée, personne ne le sait. La volatilité fait que ce marché pourrait finalement basculer en dessous, mais pour le moment le signal n'est pas donné. Donc j'ai envie de dire qu'on revient tester ces niveaux-là et que justement la réaction des cours sera très importante. Après il est vrai qu'on tombe dessus de manière assez inerte. Il est difficile d'envisager la suite des événements, mais on ne peut pas exclure un scénario qui verrait le marché rebondir à nouveau sur ces niveaux-là. Alors c'est important, 4780 ici sur le CAC. Sur le DAX, le marché revient à proximité des 10 900, 11 000 points. On est en plein dessus, alors est-ce que ça va réagir ou pas? On verra. Comment finalement obtenir une conviction technique que ce marché pourrait à nouveau réagir? Moi ce que je vous invite à faire, c'est à regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous sommes tombés en direction de ces niveaux de prix, et à partir de quand vous avez pu acquérir la conviction que le marché allait rebondir davantage? Tout d'abord, on a commencé à faire en intraday des chandeliers avec des mèches basses. Il y a eu l'interruption de tous ces corps où le marché clôturait tout en bas. Alors pour le moment, lorsque je prends les chandeliers H4 du DAX, sur les derniers chandeliers, c'est quand même moche. On clôture à chaque fois au plus bas. Donc l'idée c'est quoi? C'est dans un premier temps observer une phase de stabilisation à l'image de ce qu'on avait connu ici sur le DAX. Ça ressemblait à des marteaux ou des dojis intraday. Et puis ce qui avait donné finalement le point de départ d'un rebond, c'est que suite à ces chandeliers de stabilisation, on a eu un grand corps positif. C'est ce qu'on a eu ici sur le DAX, c'est ce qu'on avait eu sur le CAC 40 qui lui avait fait un beau chandelier ici en intraday, avant de voir une stabilisation et une reprise. Voilà en tout cas d'un point de vue technique ce dont nous avons au moins besoin avant de croire
que ce marché pourrait se stabiliser sur ses points bas de la semaine dernière. Et sans ces indications-là, les scénarios sont ouverts, le risque est présent. Le risque est présent et bien sûr, c'est à nouveau les marchés de taux qui drivent un peu l'environnement des marchés financiers, puisque l'impact est aussi important sur les indices boursiers naturellement, mais aussi sur les taux de change. Donc voilà ce qui me paraît important à surveiller. Naturellement, le comportement de Wall Street continue d'appuyer sur les marchés actions de la zone euro. Ces marchés se sont comportés de la même façon. Ce matin, Adrien nous a montré des graphiques de long terme qui mettent en risque l'évolution des marchés actions US, notamment en cas de cassure d'un certain nombre de supports. La situation technique des marchés actions US ressemble à ce qui s'est passé en tout cas la semaine dernière sur les indices boursiers de la zone euro, à chaque fois, à savoir un retour à peu de choses près à la case départ. Le SP500 qui revient à proximité des points bas du 9 juin, qui n'y est pas encore précisément, mais qui en tout cas tend à rejoindre les points bas du 9 juin. Idem ici sur le Dow, qui revient lui pour le coup presque à proximité de ces points bas ici, donc ce niveau-là, des 17 700 points. Et ce qui est certain, c'est que les marchés actions US ont cette fois-ci effacé, au moment où je vous parle, 100% de leur tentative de reprise. Cette tentative de reprise qui d'ailleurs sur le plan technique avait été bloquée par des lignes de tendance, ce qui sont ces lignes de tendance là, qui attrapent les sommets les plus évidents du marché depuis les sommets historiques du milieu du mois de mai, et finalement le marché a rejeté. Donc on a cet ensemble d'éléments, l'écartement des spreads de taux au sein de la zone euro, avec finalement un marché de taux qui continue de dévoiler des tensions, ce qui est nocif de manière générale au marché actions, et les marchés actions qui retombent donc en direction de leur plus bas de la semaine dernière et qui pour le moment ne montrent pas de signe de stabilisation. Mieux vaut ne pas se précipiter, et l'idée c'est quoi? Eh bien c'est d'attendre des signaux. Le marché peut tenir ses points bas, à l'image de chandeliers intraday de stabilisation comme on a pu faire le 9 juin, il peut tout aussi bien les pulvériser et les casser, et à ce moment-là, vous aurez tout simplement un chandelier intraday avec un grand corps en cassure, en cours de clôture en cassure. Donc voilà où sont ces marchés, et si je devais résumer la situation, intéressez-vous au DAX et à l'Eurostoxx 50 spot, les niveaux sont globalement propres, et voici donc la zone à surveiller sur le DAX. 10 900, 10 950, elle est majeure, ainsi que le développement du prochain chandelier H4. Lorsque j'étudie l'Eurostoxx 50, on est exactement dans la même dynamique, et je pense que de tous ces indices boursiers en intraday, c'est le plus propre. L'Eurostoxx 50, vous pouvez le représenter, vous pouvez l'étudier, quand bien même cet indice ne vous intéresse pas pour vos stratégies d'investissement, vous pouvez tout de même l'utiliser parce que par contre, des investisseurs importants l'étudient. Parfois, ils ne vont même pas regarder ni le CAC ni le DAX, mais s'ils veulent avoir une vision des marchés actions au sein de la zone euro, ils vont jeter un œil à l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50, au moment où je vous parle, en intraday, c'est très propre. Vous prenez les toutes dernières bougies japonaises H4 ici sur l'Eurostoxx 50. Que s'est-il passé la semaine dernière? Le marché est tombé de manière assez linéaire au contact des 3420 points. Avant de tenter de se stabiliser, on avait un marteau, enfin c'est pas réellement un marteau, mais on avait un chandelier de stabilisation ici en H4, avant d'avoir un grand corps positif qui donnait le point de départ d'une phase de rebond. Pour le moment, on est vraiment dans cette phase où le marché action tombe de manière très linéaire en direction des points bas de la semaine dernière, et nous n'avons pas pour le moment sur la base de chandelier intraday. Alors éventuellement pour les plus pressés d'entre vous, pour avoir la réponse, on pourrait se contenter de chandelier horaire. Eh bien ok, certes, qu'avons-nous fait en horaire la semaine dernière? On a eu des chandeliers de stabilisation lors de la matinée du 9 juin, où on avait en l'état ici une structure en chandelier japonais qui était intéressante. Ça ressemble d'ailleurs à une sorte de ligne pénétrante au-dessus d'un ratio important, puisque l'Eurostoxx 50 s'était stabilisé sur 3420 points, tout simplement 50% de toute sa hausse entre le point bas du 15 janvier, donc le point bas du 15 janvier, c'est le point bas qui avait été acheté par le marché dans le sillage de l'abandon par la Banque nationale suisse de son PEG, et puis depuis, suite à ça, on avait eu une hausse fantastique sur ces marchés actions de la zone euro, qui a culminé donc 2 semaines après la fin du premier trimestre. Donc, sur les marchés actions de la zone euro, 2 possibilités. Double creux sur les points bas du 9 juin, mais pour cela, je n'ai pour le moment aucune information technique de marché qui me permette de défendre ce scénario, mais il est crédible, il est possible. Ou, scénario du pire,
cassure des points bas de la semaine dernière et à ce moment-là risque de revenir chercher les précédents sommets de l'année 2014. En clair, si l'Eurostoxx 50 enfonce ses points bas de la semaine dernière, je ne vois pas ce qui arrêterait ce marché avant au moins les 3330 points. Les 3330 points, ce sont tout simplement les sommets de juin 2014, ces mêmes sommets qui avaient été franchis suite à l'annonce par la Banque Centrale Européenne mi-janvier, fin janvier, du programme de quantitative easing. Donc, les marchés actions de la zone euro, au moment où je vous parle, testent à nouveau des seuils techniques décisifs, exactement comme ils l'ont fait la semaine dernière. La réaction va-t-elle être la même? La prévision boursière a des limites. Et pour le moment, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer. Prenez l'Eurostoxx 50 en données horaires. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière sur les 3420 points? On a fait une espèce de structure en épaule, tête, épaule inversée. Vous pouvez la voir ici. Épaule, tête, épaule inversée. Et on avait eu finalement un signal de rebond technique qui a été donné le 10 juin à l'ouverture de la session européenne. Pour le moment, le marché action de la zone euro se resitue et n'a pas encore précisément testé les points bas du 9 juin, mais on peut naturellement se poser la question de ce double bottom. Alors pour le moment ce n'est pas le cas. Voilà ce qui à l'époque avait retourné la dynamique. On la voit ici, la pattern qui avait été tracée de manière intéressante sur les marchés actions de la zone euro avant d'avoir une reprise. Ça se joue maintenant. Ça se joue lors des toutes prochaines heures ici. Donc cet après-midi, en conférence de presse de Mario Draghi, la Banque Centrale Européenne qui va mettre à jour ses programmes monétaires. Je pense que les chiffres cet après-midi sont importants à suivre, de même que les statistiques américaines qui sont des statistiques industrielles. Donc voilà, la meilleure façon de suivre Mario Draghi, je vous dirais, c'est de suivre par exemple le compte Twitter de la Banque Centrale Européenne, qui donne donc un certain nombre d'informations. A priori, il y a donc une nouvelle extension de 118 millions d'euros de l'enveloppe de liquidité d'urgence pour les banques grecques. Voilà, c'est une information qui a priori vient d'être diffusée. Donc je pense que la Banque Centrale Européenne essaye cet après-midi probablement de rassurer les marchés financiers. En tout cas, c'est ce qu'elle va tenter de faire au moment où les marchés actions de la zone euro testent leur point bas du 9 juin, qui sont donc des seuils qui, je vous rappelle, sont techniquement très importants, parce que concrètement, c'est 50% de retracement et sur le DAX et sur l'Eurostoxx 50 de toute l'avancée des marchés depuis le point bas de la Banque nationale suisse. Alors ce qui est aussi très important, c'est que le marché de la dette se calme. Un signal technique important en faveur de la poursuite de cette amorce de détente, en tout cas sur les taux français et allemands. Ce n'est pas encore le cas sur ceux du sud de l'Europe, entre guillemets, sud de l'Europe. Ce serait de voir le contrat de taux allemand Bund dépasser cette résistance. Cette résistance, c'était un de nos objectifs lorsque on a eu des signaux positifs, notamment le 11 juin. C'est le 11 juin que ce contrat a commencé à être acheté par le marché, après avoir vu de nombreuses positions longues se faire déboucler. Pourquoi est-ce que certains investisseurs sont revenus à l'achat? Alors peut-être que c'est la Banque Centrale Européenne aussi qui a acheté, hein. Je ne sais pas, mais pas seulement, parce que le rendement de ce contrat a fait une incursion au-dessus des 1%. Alors forcément, 1% c'est plus intéressant que 0,07. 0,07 c'était ce que ramenait en rendement ce contrat fin avril. 1% c'est quand même nettement plus intéressant. Il y a eu une première vague d'achat entre 149 ici et 151,90. Si le marché franchit 151,90, ce serait un nouveau signal technique de prolongement de la détente de ce taux obligataire, qui est donc celui de l'Allemagne et qui est probablement le plus important. Mais il n'y a pas que ça à surveiller, il y a aussi forcément le comportement des taux des pays qui sont censés se caler sur celui-ci, et aujourd'hui on voit qu'il y a un écartement des spreads. Il faut que ça aussi se calme pour rassurer les marchés, ce qui nous permettra de trancher entre soit le scénario donc d'un double bottom sur les indices boursiers de la zone euro, en tout cas double bottom d'une double réaction sur support, ou de cassure. Pour le moment on voit qu'on a l'amorce d'une nouvelle réaction positive, mais franchement c'est trop tôt, quoi. On peut pas tout de suite là on peut pas se positionner là-dessus. Alors, cette semaine, elle est importante
chaque semaine, je pense, est importante pour le dollar américain, mais cette semaine, elle est très importante. On a à la fois toute une batterie de statistiques, et pas des moindres, notamment les chiffres de l'inflation, c'est jeudi. Euh, alors que justement l'inflation sous-jacente selon le consensus du marché est attendue à 1,8% au mois de mai aux États-Unis, ce qui est toujours une mesure qui s'approche de la cible que cherche à atteindre la Réserve fédérale des États-Unis. Cette même Réserve fédérale des États-Unis qui bénéficie d'un environnement macroéconomique qui est globalement solide en mai. On est récemment revenu sur toutes ces statistiques économiques qui ont battu le consensus du marché. Et dernier chiffre en date, la confiance du consommateur aux États-Unis, selon l'Université du Michigan, un chiffre à nouveau satisfaisant qui a été publié vendredi dernier. Mais globalement, même si ces statistiques sont de meilleure facture, et même si les différentes mesures, les différents sondages permettent d'envisager que la Fed agisse concrètement sur ses taux en fin d'année, on peut être déçu, notamment la semaine dernière, de l'évolution du dollar américain. Alors, le dollar américain, on a toutes les bonnes raisons fondamentales d'envisager qu'il reparte de l'avant. Et moi, c'est d'un point de vue technique ce que je continue de penser, tant qu'on se maintient au-dessus des 11 830 points sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Si par contre le marché rebascule sous les points bas du 10 juin sur le dollar US, là, en effet, je serais déçu. Mais en l'état, pour le moment, c'est un niveau horizontal qui tient. Mais pour autant, ce marché n'est pas reparti de l'avant. L'idée, c'est quoi? C'est qu'au fond, si on envisage que le dollar US redémarre, il faut peut-être commencer à envisager un traitement très différent entre les monnaies qui vont lui faire face. En clair, si on envisage par exemple que le dollar US redémarre à la hausse, au-dessus de ce niveau de support, il ne faut pas forcément se dire que l'euro-dollar va chuter et que l'USD-Yen va s'envoler. Peut-être que l'USD-Yen pourrait s'envoler, mais que l'euro-dollar pourrait rester stable, par exemple. Donc, peut-être prendre un peu de distance avec un raisonnement qui serait trop général vis-à-vis du dollar US, même si on peut envisager le dollar US redémarrer de manière générale. Et si par exemple, moi j'étudie simplement ici cet indice synthétique, je pense que ce niveau de support ici peut toujours être utilisé sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Alors, comment maintenant envisager les choses? Quel élément agit sur le taux de change euro-dollar? Je pense que deux choses agissent sur le taux de change euro-dollar. On vous a parlé à la fois du dollar US, mais on a aussi beaucoup insisté sur l'environnement des taux obligataires au sein de la zone euro. Alors vous pouvez aujourd'hui me poser la question, mais le taux long allemand se détend aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'euro ne baisse pas? Eh bien parce que je pense qu'aujourd'hui l'euro est peut-être soutenu par l'écartement des spreads. C'est une hypothèse. Je pense que si tous les taux obligataires aujourd'hui au sein de la zone euro se comportaient de la même façon, on aurait pu avoir quelque chose de négatif sur l'euro. Aujourd'hui, vous prenez le taux de change euro-dollar, c'est complètement neutre. Le taux de change euro-dollar, c'est neutre. D'une part, si je prends les toutes dernières bougies japonaises en données 4 heures, leur amplitude ne dépasse pas, ça fait quoi, 80 pips. Ce sont des tout petits chandeliers. Et d'un point de vue chartiste, je pense qu'on peut considérer qu'on a ici une sorte de triangle. Il y a deux choses moi qui m'intéressent d'un point de vue technique sur le taux de change euro-dollar, que vous commencez je pense à connaître par cœur si vous étudiez, si vous suivez parfois nos émissions. D'une part cette ligne de tendance, qui a clairement agi la semaine dernière, lorsque le marché a tenté de la déborder, il n'a pas réussi, c'était aux alentours des 1,1340 $. Ensuite, on a eu une succession de bougies japonaises intraday qui sont venues tester cette oblique avant que le marché recule. Et puis tombe à 1,1150 $. Qu'est-ce qui a fait tomber vendredi le taux de change euro-dollar à 1,1150 $? Je crois que c'est la chancelière allemande qui, devant un parterre d'entreprises, a déclaré que le refort n'était pas bon pour la zone euro. Mais en fait, le taux de change euro-dollar s'est rapidement repris et on a pu être surpris vendredi après-midi qu'il ne baisse pas alors qu'il y avait à nouveau des statistiques favorables au dollar US. C'est le statu quo sur le taux de change euro-dollar. Ce statu quo a toutes les bonnes raisons de durer, au moins jusqu'à mercredi.
Euh, et donc cette conférence de presse de Janet Yellen. Je pense qu'un certain nombre de choses vont être surveillées, et notamment une nouvelle mention, par exemple un relèvement des taux qui pourrait avoir lieu cette année. Ça, de toute façon, personne ne connaît à l'avance le contenu de cette conférence de presse, mais l'impact sera énorme sur le dollar US, et c'est probablement d'ailleurs pour cette raison que, de manière synthétique, le dollar US tergiverse à ce point. L'environnement statistique, on sait qu'il s'améliore. Le second trimestre est quand même bien parti pour être d'excellentes factures aux États-Unis. Reste à savoir comment la Fed va l'interpréter. Alors ce sera donc majeur. Cette réunion, cette décision de politique monétaire ne va probablement pas amener à un changement du taux d'intérêt actuel des Fed Funds. Et je pense que plus que la décision de mercredi, plus que la conférence de presse de mercredi, alors que pour le moment les marchés actions européens commencent à réagir à proximité de leur point bas du 9 juin, je pense que les prochaines minutes de la Réserve fédérale seront très importantes, parce qu'on pourrait voir certains membres du FOMC, dès cette réunion de mercredi, voter en faveur d'un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds. Même si ces personnes-là restent minoritaires, même s'il n'y en a qu'un seul. Donc je pense qu'il faut d'ores et déjà connaître la date des prochaines minutes de la Fed. Ce sera très important et ça aura un impact énorme sur le dollar US. Donc le taux de change euro-dollar, j'ai cette figure ici en intraday, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, il y a maintenant un autre taux de change qui teste là un seuil très important et qui n'a pas pris sa décision. Il s'agit du câble, le GBP-USD. Je vais vous montrer ce que fait le câble en données journalières, c'est très instructif. Il y a un niveau important, c'est le niveau actuel, 1,5550 $. Regardez ce qui s'était passé sur le câble le 26 février, un rejet net et sans bavure. Le 26 février, un rejet sous la résistance d'environ 150 pips, avec une structure en avalement baissier ici. C'était assez net. Que se passe-t-il sur le GBP-USD depuis le 11 juin? Une multitude de tests des 1,5550 avec des chandeliers qui sont des chandeliers d'hésitation. Le GBP-USD tergiverse entre 1,5440 $ et 1,5550. Il donne le sentiment de vouloir passer, mais pour le moment, si j'utilise les cours de clôture en données journalières, la résistance n'est pas cassée. Donc, sur le GBP-USD, je pense que là aussi, il y aura cette semaine une cassure. Elle peut être de deux natures, cette cassure. Soit le marché réalise une cassure de la résistance des 1,5550, et alors là, on repart comme en 40, en direction ici des sommets de la mi-mai. Soit on a un scénario qui se rapprocherait de celui du 26 février, avec un GBP-USD qui rebasculerait sous les 1,5440, et à ce moment-là qui renverrait le câble en direction des 1,5220. Et pour le moment, regardez même en H4, la résistance, en intraday, vous ne trouverez aucune clôture intraday qui a vu la résistance être dépassée. Mais ça peut arriver. Mais ce n'est pas fait. Donc pour le moment, le GBP-USD reste en position sous la résistance. De même que l'euro-dollar reste enfermé dans cette structure qui, je pense, peut être résumée un triangle. Enfin, moi je trouve ça assez propre, ici en H4, sur le taux de change euro-dollar. Alors, l'USD-Yen. Écoutez, l'USD-Yen, là aussi, moi je vais vous renvoyer au chandelier journalier. L'USD-Yen, la tendance, elle est haussière. On peut toujours considérer que la semaine dernière, on a réalisé une sorte de pullback. Est-ce que le pullback est terminé? Je ne sais pas. Mais finalement, la semaine dernière, on a retracé quoi, 50% de toute l'avancée des cours depuis la mi-mai. Donc c'est un ratio assez standard. On a eu aussi la semaine dernière sur le taux de change USD-Yen une réaction au-dessus de cette ligne de tendance. Mais voilà, pour le moment, là aussi la situation s'est neutralisée. Mais on a tout de même un premier support ici sur l'USD-Yen à 123,15. Voilà, 123,15. Et je pense que tant qu'on est au-dessus, il y a une probabilité que ça redémarre à la hausse, quoi. Enfin, moi je considère que c'est toujours un niveau de support ici qui est attractif et que je surveille de très près. Le taux de change AUD-USD.
La situation technique, elle est la même, et rigoureusement la même depuis le début du mois de juin. C'est un range entre 0,76 et 0,7820 et pour le moment le marché était à l'intérieur et par contre il tente d'aller chercher la partie haute de ce range. Il y a une ligne de tendance qu'on peut aussi tracer en intraday ici qui est assez limpide. De manière générale, les compressions chartistes actuelles sur ces paires de dollars, sur ces paires en dollars, je les trouve assez nettes. Et donc on peut désormais limiter le range du taux de change AUD-USD à ces deux bornes. Je pense que là c'est globalement assez limpide. Quant au taux de change NZD-USD et USD-CAD, sur le NZD-USD, ben, écoutez, on a toujours ce canal qui fonctionne bien. Et pour le moment, il est vrai qu'on se maintient toujours dans le bas du canal, mais enfin, concrètement, voilà, actuellement le NZD-USD, lui aussi s'est stabilisé entre 0,6940 et la toute première résistance à 0,7020, et malheureusement, voilà dans quoi il est. Il est dans un mouchoir de poche, mais lui aussi s'est stabilisé dans un range. Donc la plupart des paires en dollars, finalement, on peut identifier un certain nombre de ranges en position sur le marché. Alors, l'USD-CAD. Alors l'USD-CAD, là aussi, est dans une situation assez bien construite, je dirais, sur le plan d'analyse technique. Que faut-il en penser? Pour en refaire l'histoire récente d'un point de vue graphique, un double top à 1,2560, la cassure d'une ligne de coup le 9 juin, le marché s'approche des 1,2170, se reprend. Est-il en train d'effectuer un simple pullback? La question est difficile. On a certes pour le moment un premier test qui s'est suivi donc d'un rejet, mais un rejet qui reste assez limité somme toute. J'ai du mal à envisager ce que pourrait faire ici le taux de change USD-CAD. On reste en effet couvert donc par la MM20, c'est un fait. Je vais simplement passer sur l'horizon de temps supérieur. Et c'est vrai que ça peut donner l'impression d'être simplement un pullback sous la ligne de coup du double top. C'est certain que tant qu'on se maintient maintenant sous les 1,2370, 1,2367, 1,2370, il y a un risque de voir le taux de change se replier, mais c'est pas non plus hyper évident. Je dirais qu'on est soutenu donc par cette ligne de tendance, mais voilà. Bon, en tout cas, pour avoir davantage de potentiel sur ce marché, ça se joue maintenant au niveau de ce niveau horizontal qui est assez net, les 1,2367, 1,2370. Je pense que là aussi, il faut aussi jeter un œil à l'évolution du pétrole. Il y a un graphique moi qui me plaît, qui était assez net, je trouve, c'est celui du contrat US Oil. Depuis le début du mois de mai, le prix du pétrole s'est stabilisé, en tout cas ici selon le WTI. La moyenne mobile simple à 20 jours, qui fonctionne bien en termes de tendance depuis le début de l'année, puisqu'elle a elle-même matérialisé un double creux ici, c'est intéressant. Il y a eu une phase de reprise assez forte du prix du pétrole au printemps, au début du printemps, entre 44 dollars et environ 64 dollars, qui a bien été accompagné par cet indicateur de tendance. Et cet indicateur de tendance s'est complètement aplati. La moyenne mobile simple à 20 jours est plate, ce qui s'est traduit sur le plan chartiste par la formation d'une sorte de rectangle, ici sur le WTI. Il y a quelque chose moi que j'ai noté, c'est le fait que le WTI, donc si je bascule ici sur un chart en daily, a testé cette oblique, cette ligne de tendance. Donc c'est une ligne de résistance qui attrape, voilà, c'est celle-ci, elle attrape tous les sommets de marché ici depuis le printemps dernier, donc voilà, le 24 juin, le 29 septembre, et le marché en fait la semaine dernière est venu la chercher. Donc je dirais que pour réduire maintenant la compression actuelle du WTI, eh bien je la réduirais entre les 56,50 et cette oblique, donc entre les 62 dollars. Donc voilà actuellement où se trouve ce marché. Il est, je dirais, en plein milieu du range qui se déploie depuis le début du mois de mai. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces actifs majeurs. L'once d'or, les autres actifs, les paires en euros. Alors ça c'est important à suivre. On ne peut pas appliquer au taux de change euro-dollar le même raisonnement que sur l'euro-yen ou l'euro-cad. L'euro-yen et l'euro-cad, concrètement, tout s'est passé début juin. Début juin, qu'est-ce qui s'est passé sur l'euro-yen, l'euro-cad? Il y a eu des signaux techniques positifs qui étaient essentiellement rapprochés
des tensions sur les taux obligataires au sein de la zone euro, des tensions qui étaient générales, qui ont permis à l'euro de s'apprécier. Face au dollar US, on a bien vu que la situation elle s'est neutralisée entre les 1,1050 et les 1,1380. Par contre, face au yen ou au dollar canadien, on a eu des signaux techniques positifs qui pour le moment sont encore confirmés. L'euro-yen, ce qui a été très positif, c'est lorsque ce marché a débordé ici ce niveau de prix, des 137 yens. Et puis, depuis, donc, il y a la formation d'un support, ici à 138. Il n'y a pas non plus... Alors, on se stabilise dessus. Pour le moment, voilà, on peut avoir le sentiment que c'est éventuellement un mouvement de retour qui a été assez plus propre sur l'Eurocad. C'est vrai qu'on se stabilise à plat. Après, est-ce qu'on peut précisément revenir tester les 136,95? Pourquoi pas? Mais voilà, le marché forme pour le moment un premier support sur les 138,03. Je ne suis pas certain que ce marché ait trouvé un support définitif. Il y a toujours la possibilité de le voir tomber en direction des 136,95. Sur l'Eurocad, il y avait un niveau horizontal qui était un peu plus propre, sur lequel le marché est revenu la semaine dernière. Mais là aussi, voilà, l'Eurocad, on a une compression qui est assez nette. Le niveau, c'est les 1,3760. Bon, les 1,3760, c'est net. Deux pullbacks. Un premier le 7 juin, qui a bien fonctionné. Un second, le 12 juin. Donc le 12 juin, c'était en fin de semaine dernière. Et puis voilà maintenant les cours prisonniers entre cette ancienne ligne de coût. Alors ligne de coût, pourquoi? Pour parler simplement, c'est le niveau de prix ou le niveau horizontal chartiste qui a permis de donner du crédit à cette structure qui en chartisme est une pattern d'inversion de tendance. Épaule, tête épaule inversée, et maintenant voilà les cours couverts donc par cette ligne oblique qui attrape le sommet de marché du 4 juin, le sommet de marché du 9 juin, et les cours maintenant à très court terme entre 1,3760 et 1,39 eh bien, sont dans une compression, et c'est complètement neutre. Mais au-dessus des 1,3760, on peut envisager que ce marché soit capable de redémarrer. Donc voilà maintenant où se situent ces marchés. On comprend que la situation elle est compliquée, ça c'est un fait. Je vais revenir sur, puis je vais répondre bien sûr à vos questions, mais sur une dernière chose, qui est l'once d'or. Là aussi l'once d'or, on perd certains repères depuis quelques heures. C'était assez net entre le 18 mai et le 5 juin. Entre le 18 mai et le 5 juin, on a eu à peu près 3 semaines de corrélation négative assez forte avec le dollar US. C'est moins évident à court terme. C'est moins évident. Je jetais tout à l'heure justement avec un collègue un œil à la table de corrélation à très court terme et d'une certaine façon elle a disparu. Moi ce que je retiens ici lorsque je m'appuie sur les bougies japonaises journalières, c'est que pour le moment ce marché la semaine dernière est venu chercher cette ligne de tendance. Il a échoué en dessous. Ça c'est un fait. Je vais vous le montrer ici en données journalières. Mais on a tout de même tenu cette zone horizontale. Donc là aussi, la dynamique de l'once d'or, elle s'est complètement neutralisée entre 1175 $ et les 1192 depuis quelques heures. Alors vous allez me dire, ça fait un certain nombre de marchés qui sont neutres, mais il y a toutes les bonnes raisons d'être dans des phases chartistes d'attente, étant donné que le marché attend cette semaine deux choses. D'une part, je ne pense pas que le marché soit capable d'attendre davantage quant à un accord entre la Grèce et ses créanciers. Je pense que le fait que le marché action soit retombé aussi rapidement sur ses points bas du 9 juin montre que son niveau de patience a fortement diminué. L'accord, ou quelque chose de concret, j'ai le sentiment que c'est cette semaine où ça risque de ne pas plaire. Et pour le moment, voilà, si vous reprenez donc le benchmark Eurostoxx 50, on revient précisément à quelques points près sur les niveaux de réaction du 9 juin. Donc voilà, face à ces deux scénarios, le double bottom ou carrément revenir chercher les précédents sommets de l'année 2014. Ce raisonnement sur l'Eurostoxx 50, on peut parfaitement le pratiquer sur le DAX. Le DAX qui a donc une première réaction, une réaction initiale qui est positive, mais en l'état, je n'ai même pas... je vais étudier les chandeliers horaires du DAX. Les chandeliers horaires du DAX, j'ai pas grand chose encore. Alors certes, en horaire, on a éventuellement l'amorce d'une espèce d'avalement, mais enfin, on est très loin d'avoir les signaux que le marché nous avait donnés positifs,
tout au long de la séance du 9 juin. Donc on est vraiment ici dans cette phase d'attente qui est forte et qui continue d'impacter l'ensemble donc de ces marchés. Le SP500, le dos, on est, je dirais, dans une situation technique qui est assez proche de celle des indices boursiers de la zone euro, à court terme en tout cas, avec un test à la fois décisif de ces points bas ici du 9 juin. Que je vois ça ici sur le SP500 ou à nouveau sur le dos. L'idée c'est quoi? À partir de quand pouvons-nous trancher? Prenez les chandeliers H4 de l'US30 la semaine dernière, une phase de baisse très linéaire entre le 3 juin et le 9 juin, qui a fini par se conclure par ces deux chandeliers H4. Là il y avait un vrai marteau, et puis un chandelier plus conséquent, et derrière une reprise. En l'état, là on manque d'éléments pour pouvoir défendre un scénario de stabilisation sur ces points bas. Mais il y a l'amorce d'une tentative, à nouveau ici. Et c'est trop tôt malheureusement pour envisager la suite. Donc ça fait partie des éléments très importants. Je pense que la Banque Centrale Européenne a donné donc l'évolution ou la situation actuelle de ses stocks, de ses différents programmes monétaires. Ça c'est très important. Mario Draghi, donc, il continue, hein, il fait une conférence de presse. Bon, il revient généralement sur le fait que la construction européenne doit aller plus loin, etc. Il a parlé aussi des assurances. La Banque Centrale Européenne a rendu public le stock de ces différents programmes monétaires. Et moi, je vais notamment aller consulter la situation actuelle du programme PSPP, qui est donc ce programme d'achat de titres de dette publique, qui atteint désormais un stock de 170 milliards d'euros. 170 milliards d'euros, c'est donc le nouveau stock. Alors, simplement 11 milliards de titres supplémentaires achetés la semaine dernière. Ce n'est pas un chiffre qui traduit une nette augmentation des achats d'actifs de la semaine par la BCE la semaine dernière. C'est pas non plus une donnée qui est en mesure de calmer les marchés de taux qui aujourd'hui se tendent. Et notamment avec une contagion, on l'a vu en Italie, en Espagne, sur les tensions en Grèce. Bon, je jette un œil à vos commentaires, je laisse ici le graphique intraday du taux de change euro-dollar, voilà, en illustration, on va dire, en illustration dynamique. Alors, Jack Vince, alors je pense qu'il risque d'y avoir une réaction initiale qui soit baissière, hein, si la Fed devait augmenter ses taux cette semaine, étant donné que personne s'y attend, ou très peu de monde en tout cas. Alors, bonjour Luc, alors je vais lire votre question Luc, hein, est-ce trop vous demander de nous donner un lien pour suivre la conférence de presse de Mario Draghi? Bien non, ce n'est pas trop me demander, je vous ai donné un certain nombre de façons de suivre. La meilleure façon c'est de vous rendre directement sur le site de la Banque Centrale Européenne, il y a une section médias, il y a même une section Web TV. Donc il y a cette possibilité là. Ensuite, des médias financiers francophones, il y en a un certain nombre. Et encore une autre solution, vous pouvez suivre en direct le compte Twitter de la Banque Centrale Européenne qui se charge de vous faire un résumé instantané de ce que déclare Mario Draghi. Bref, les façons de faire sont nombreuses. Alors, le taux de change USD-Yen. Le taux de change USD-Yen, j'en ai parlé tout à l'heure. Concrètement, la situation graphique, elle est exactement la même que celle qu'on a pu vous décrire tout au long de la semaine dernière. Depuis le 11 juin, ce marché est stable. Franchement, l'analyse technique des paires majeures, depuis le 11-12 juin, elle est assez stable. Mais tant mieux. Tant mieux, pourquoi? Parce qu'on a le temps d'identifier les bornes de prix qui, une fois qu'elles vont être débordées par les prix, une fois qu'il y aura des scénarios de breakout, on aura des phases directionnelles très fortes. Moi, mon biais sur le taux de change USD-Yen, au-dessus des 123,20, il reste haussier sur le court terme. Je pense que c'est un niveau de support qui est susceptible d'agir. Le triangle, la configuration en triangle sur le taux de change euro-dollar, elle est clairement hyper limpide. Vous l'avez ici, le niveau des 1,5550 sur le GBP USD, c'est aussi parfaitement propre. Bref, il y a des zones techniques. Le marché, pour le moment, n'a pas décidé d'en sortir.
Oui, alors est-ce qu'on peut envisager sur l'euro-yen un biseau? C'est la question que je me posais. Le problème de cette figure, c'est que je la trouve, elle a un biais hyper haussier, c'est certain. Alors, voilà, c'est la figure dont je vous parlais. Je vais la tracer ici sur l'euro-yen. Lorsqu'on regarde l'euro-yen, on a envie de le payer. C'est certain, c'est boule. Mais à ce moment-là, j'aurais pas la vision de l'euro-yen vis-à-vis de l'euro, mais j'aurais un raisonnement vis-à-vis du yen. Donc la devise japonaise, elle a toujours toutes les bonnes raisons de baisser. Alors d'un point de vue technique, oui, ce que fait le taux de change euro-yen, ça s'apparente à une sorte de biseau descendant qu'on prend le temps de construire en H4, après avoir fait une jambe de hausse ici entre 133 et 140. Oui, ça a des implications bullish. Je surveille deux choses, cette ligne de tendance et ce niveau horizontal ici, à 136,95. Pour le moment, voilà, il est possible aussi que ce tout premier niveau de support ici à 138 tienne. Donc moi honnêtement, vis-à-vis de l'euro-yen ou de l'USD yen, j'aurais tendance à vous amener à avoir une idée très précise de l'agenda statistique domestique japonais. C'est majeur. Alors je vous rappelle que la semaine dernière, le gouverneur de la Banque centrale du Japon, Aoriko Kuruda, a fait une déclaration notamment vis-à-vis du taux de change du yen sur le marché des changes. La prochaine décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon, c'est cette semaine. C'est vendredi. Euh, donc, honnêtement, ça peut entraîner le yen, ça peut mettre le yen sous pression d'ici vendredi prochain. Alors, le gold. Alors je reprends donc un graphique intraday du gold. Voilà, bah écoutez, c'est ce dont je vous ai décrit ce qui se passe tout à l'heure. Je pense qu'on peut résumer la situation chartiste de cette façon-là. Euh, il est bien sûr, alors il y a deux choses. Ce qui est négatif, c'est la séance du 10 juin. Elle est vraiment négative, la séance du 10 juin, rejetée sous cette oblique. Puis on avait ici en l'état une divergence baissière cachée. Ce qui est positif, c'est à court terme d'avoir tenu les 1175. Mais je pense que c'est là aussi à très court terme. Voilà, on peut énorme, même, j'irai même pas tracer ce range. Franchement, voilà, c'est complètement neutralisé. Va-t-on rester dans ces bornes sur l'once d'or d'ici mercredi? Ben, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait envisageable que l'once d'or reste entre 1175 et cette oblique, entre 1175 et, je sais pas moi, 1180, 1185, en attendant la Fed. Alors, le bout n'augmente pas avec tous ces milliards, je ne comprends pas. Écoutez, euh, les tendances ne sont jamais linéaires. La Banque centrale n'est pas le seul animateur de ce contrat. C'est quand même un contrat, je pense, où la plupart des flux sont des capitaux privés. Qu'est-ce qui s'est passé entre fin avril et début juin? La chute de ce contrat, ce sont essentiellement, je pense, des débouclages de positions longues, des grosses prises de bénéfices sur un marché qui a été hyper haussier depuis l'été 2013. Euh, Maintenant, forcément, il y a aussi des raisons solides d'un point de vue technique pour envisager que la semaine dernière, on ait eu un creux important. On a déjà des signaux favorables. En tout cas, on a des raisons de croire que le plus gros de la chute est derrière nous. En tout cas, c'est ce qui, il faut mieux espérer cela, parce que je pense que si on a un nouveau choc sur l'obligataire, ce serait là très nuisible au marché action. Alors je parle de l'évolution de ces contrats. Si on a un nouveau choc baissier, ce serait, je pense, compliqué. Alors prends ton point en H4, Vincent, tu as un biseau descendant sur le gold, oui, donc c'est, oui, oui, non, mais je vois ce dont vous voulez parler, voilà. Si je prends mon point en H4, vous voulez peut-être parler de cette figure-là. Je vais pas, je vais pas essayer de m'enfermer dans un biais chartiste bien particulier parce que c'est neutre, c'est un range, et je préfère faire ce choix-là que d'opter pour une figure graphique où il y aurait un biais fort. Et le biseau, il y a quand même un biais très fort. Généralement, voilà, si on défend ce type de figure, ce serait hyper bullish pour l'once d'or.
Donc, pour résumer sur le taux de change euro-dollar, un triangle très clair en H4. On en sort par le haut. Attendez-vous à ce que le taux de change euro-dollar revienne tester les 1,1350. On en sort par le bas. Attendez-vous à ce qu'il revienne tester les 1,1050. Ce ne sera pas plus compliqué que ça. Et je pense qu'on a là une figure intraday qui est pas mal pour prendre cette décision. Voilà, alors ça fait 1 heure que nous sommes ensemble, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions, et j'ai tenté de clarifier la situation le plus possible, même si là le marché ne permet pas d'avoir une vision très claire. N'excluons pas la possibilité de voir les marchés actions de la zone euro quand même tenir, mais on manque encore d'informations, le news flow est important. Alors, j'ai pas commenté les statistiques US cet après-midi, mais il y en a un certain nombre qui sont tombées. La statistique la plus importante, c'est celle de jeudi, sur l'évolution des prix. Malgré tout, cet après-midi, je regarde l'environnement statistique aux US. Bon, les chiffres de la production industrielle ont été décevants au rythme mensuel, en ligne en rythme annuel. Bon, les stats industrielles là du mois de mai ne sont pas aussi solides que les agrégats économiques qui étaient liés à la consommation qui ont pu être connus la semaine dernière. Donc voilà, on voit que le dollar US est légèrement sous pression sur le court terme. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Alors merci d'avoir été attentif. Prochaine émission 17h30 ici même, la closing bell avec Sylvain qui va revenir donc sur la séance du jour à l'aide de ses graphiques intraday sur le DAX et le CAC. Ça se passe à 17h30 suivi à 18h d'un nouveau webinaire à nouveau donc par Sylvain sur les fondamentaux théoriques du scalping. Et quant à moi, je vous retrouve demain à 11h pour le morning meeting. Merci à toutes et à tous et à demain.